Alors Marine Le Pen, elle dit aussi qu'il faut plus de démocratie par les référendums. Elle s'adresse là à des gilets jaunes, par exemple, qui considéraient que le pouvoir était trop jupitérien, et qu'ils voulaient, eux, proposer des sujets sur lesquels ils pouvaient intervenir. Elle dit les techniciens ont fini par imposer leurs lois et leurs visions, et elle veut un référendum d'initiative populaire, la proportionnelle pour 2/3 des élus, en commençant par un référendum sur l'immigration et sur la priorité nationale et la nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'était pas aussi un objectif d'Emmanuel Macron de revitaliser la démocratie ? Monsieur Ferrand, rappelons d'abord qu'Emmanuel Macron avait promis de transformer la France, de tout changer dans les 5 ans. Le journal Remonte rappelle qu'en 2017, le candidat Emmanuel Macron avait fait 400 promesses et indique que seulement 43% ont été tenues. C'est pas brillant. C'est peut-être pour cela qu'il veut redoubler. Dans un des 13 chapitres, déjà peu fournis, 6% des 400 promesses, intitulé « Institutions, vie politique et moralisation », ce sont 4 fois moins de promesses tenues, 12%. Voilà le lien, institutions, vie politique et moralisation. Et pour les réformes constitutionnelles, M. Macron se cache derrière un refus du Sénat, alors qu'en 1962, le président de Gaulle, sur le fondement de l'article 11, a lancé 2 référendums constitutionnels sans être censuré par le Conseil constitutionnel. Non mais, faire en sorte de vivifier en permanence la démocratie, ça c'est sûr que c'est un enjeu. Faire en sorte que tous les Français s'intéressent plus à la vie publique, à la vie collective, c'est un enjeu quotidien. Monsieur Ferrand, mentir avec un tel naturel, un tel aplomb est bluffant. Pour s'intéresser à la vie publique, aux élections notamment, il aurait été simple de permettre aux électeurs de choisir leurs représentants en pouvant par exemple modifier l'ordre sur les listes de leur choix. Cela existe dans 19 pays sur les 28 de l'Union européenne. En France, les partis placent leur cacique en position éligible, non modifiable, sur leurs listes européennes, sénatoriales, régionales, municipales. Quand ils sont battus à la régulière aux législatives, s'ils sont sur une liste européenne, ils pourront imposer des lois aux députés français qui les ont remplacés. C'est la moralisation à laquelle M. Macron n'a pas touché, bien sûr. L'exemple le plus emblématique est Michel Rocard, socialiste comme vous, M. Ferrand, battu aux législatives à Conflans-Sainte-Honorine. Après 50 députés européens, il sera placé en position éligible sur la liste socialiste des 6 sénateurs des Yvelines, après quoi, pendant 12 ans, il aura jusqu'à sa mort à 86 ans un fromage d'ambassadeur d'épaule pour achever 60 ans de carrière en cumulant les bonnes retraites. À La République En Marche, citons la députée bonne danseuse de rock Nadine Morano, battue dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle et parachutée député européen. Pour intéresser les citoyens à la vie publique, M. Macron aurait pu également permettre aux citoyens de contrôler les lois comme en Italie, en pouvant imposer un référendum abrogatif avec 500 000 signatures. Mais M. Macron est, avec Mme Arthaud, le seul empirique des 12 candidats. Mais enfin, dans ce que raconte Mme Le Pen, permettez-moi de vous dire les choses simplement, c'est se foutre du monde. Voyez ? Parce que, pourquoi ? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce que ce qu'elle prétend mettre sur la table est juste inconstitutionnel. Alors vous allez me dire, la Constitution, on s'en moque. C'est ce que disent ses amis. Monsieur Ferrand, auriez-vous oublié ce que quelqu'un qui n'est pas vraiment un ami de la famille Le Pen n'a pas dit, mais fait ? Le président de Gaulle a, à 2 reprises, en 1962 et 1969, sur le fondement de l'article 11, lancé 2 référendums en matière constitutionnelle sans être censuré par le Conseil constitutionnel, qui n'est pas censé rendre ses décisions à la tête du client, que je sache. Mais pourtant son président de gauche, comme vous, nommé par François Hollande socialiste, dit pourtant être de votre avis. La reconnaissance du ventre, peut-être. Et je ne vois pas si risqué si un candidat finaliste l'avait mis en numéro 1 de son programme, comme absolument seul Jean Lassalle l'a fait, et avec une double garantie. Si le peuple veut, la Constitution, on n'en a rien à faire. Mais moi, je ne crois pas ça. Monsieur Ferrand, c'est gravissime ce que vous dites pour tenter de tromper les Français. En effet, vous n'ignorez pas que l'article 3 de la Constitution commence ainsi. Je cite.
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Fin de citation. Ainsi, vous osez affirmer péremptoirement qu'il est juste, cartésien, que les parlementaires qui ne sont que des représentants du peuple, qui leur a pour un temps délégué le simple exercice de la souveraineté nationale, et l'initiative de la révision de la Constitution et pas le peuple. Monsieur Ferrand, moins de suffisance et un minimum de bon sens. Comment celui qui choisit un représentant et lui délègue son pouvoir pourrait-il en avoir moins que lui? La Constitution ne dit pas que la souveraineté nationale appartient à Jupiter ou à l'oligarchie en place. Les Français qui verront cette vidéo jugeront de qui se fout du monde. Et par conséquent, avant toute démarche démagogique, qu'elle mette sur la table ce qu'elle propose de modifier dans notre loi fondamentale, c'est-à-dire notre Constitution, ce qui fait que depuis 233 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, Oui. nous sommes ensemble, nous sommes un peuple, depuis 1958, quand le général Oui, la de Constitution, Gaulle... elle est de 58, oui. La Constitution. Mais vous savez comme moi que c'est bien la Déclaration des droits de l'homme, c'est le serment du jeu de paume qui a cimenté la nation française. Et elle veut faire croire que comme ça, on pourrait décider de violer tous les textes, toutes les institutions, pour flatter, en fait, ceux qui se disent « Ah oui, il faut faire un référendum sur ceci ou sur cela ». Monsieur Ferrand, moi je vous demande d'abord de simplement ne pas nier des faits historiques. Sur le fondement de l'article 11, 2 décrets ont été publiés en 1962 et 69 pour lancer 2 référendums constitutionnels. Tout président de la République doit donc pouvoir le faire à nouveau s'il l'estime utile. La Constitution n'a pas changé sur ce point. Ensuite, je vous remercie vraiment d'être remonté à 1789, ce qui me permettra de prouver aux Français, à qui vous mentez effrontément depuis le départ, que dès cette époque, nous ne sommes pas en démocratie. Mais les révolutionnaires le savaient, le disaient explicitement. Et quoi de plus normal que de ne pas avoir donné le pouvoir au peuple, puisque ce sont ceux qui vont en bénéficier qui rédigent Déclaration des droits de l'homme et Constitution. Évidemment, dans leur intérêt, celui de l'oligarchie. Depuis, nous ne sommes toujours pas en démocratie, mais vous employez ce mot mensongèrement. Étienne Souard, qui n'a pas d'accès aux médias, le rappelle souvent preuve à l'appui en citant l'abbé Sieyès, député de Paris du tiers-État, qui a eu un rôle décisif dans la Révolution française et qui écrivait, je cite, « La France ne saurait être une démocratie. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Discours du 7 septembre 1789. Fin de citation. C'est 2 mois avant la publication, le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Les Français, là je vous le dis, Madame Écrief, ils savent très bien que les questions qui se posent à nous sont complexes. Que le Parlement, et c'est le président de l'Assemblée nationale qui vous parle, est utile en ce qu'il auditionne, il analyse, il écoute, il dissèque et il essaye de trouver les solutions les plus adéquates. Monsieur Ferrand, comment pouvez-vous dire qu'un millier de parlementaires sont les mieux placés pour décider sur des centaines de sujets, même avec des auditions diverses, alors que leur seule compétence de base est comment faire carrière en politique? Raymond Barre, Premier ministre de VGE de 1976 à 81, avait une formule toujours d'actualité. Je vais recevoir les syndicats et prendre les décisions qui s'imposent. Le problème, c'est que c'est dans l'intérêt de l'oligarchie, le petit nombre nous impose ces décisions sans aucune opposition possible, autre que la mise à la porte après 5 longues années. Et maintenant, il y a la trouvaille du Front républicain. Cela est confirmé par le baromètre de confiance de janvier 2022, sur plus de 10 000 personnes interrogées. Il est indiqué, page 39, 75%. Les responsables politiques sont déconnectés de la réalité et ne servent que leurs propres intérêts. Avec 50 millions de citoyens, nous avons évidemment pas un millier, mais des dizaines de milliers de gens compétents dans absolument tous les domaines. Des cadres sup, des employés à diverses fonctions, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, qui ont tous leur expérience de terrain bien réelle. Et s'ils pouvaient faire une proposition de loi au gouvernement
en sachant que s'ils estiment ne pas avoir été suffisamment entendus, ils pourront imposer un RIC pour en appeler à l'arbitrage de la population, suffisamment d'entre eux se mettraient au boulot. Ensuite, que l'on fasse en sorte qu'il y ait plus de référendums, que l'on associe plus de citoyens. J'ai moi-même porté l'idée du grand débat permanent. Ça signifie quoi? Lorsque vient un sujet compliqué, je peux comprendre que on a les médias qui en parlent, des politiques qui se chamaillent, et les Français qui se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» On va vers eux alors. Moi, je crois qu'il faut que les parlementaires, lorsqu'ils seront saisis d'un texte, les députés, eh bien, ils aillent vers les Françaises et les Français, dans tous les départements, pour dire « voilà la loi qui est envisagée », que l'on fasse des réunions publiques hors période électorale, qu'on ait un débat avec les Françaises et les Français, avec les élus locaux, avec les acteurs locaux, enfin, avec tous ceux qui veulent venir mettre en débat les choses. Et qu'ensuite, les députés ramènent, si vous voulez, l'essence des débats qui auront eu lieu pour infléchir ensuite le cours des choses. Alors justement, l'Assemblée... C'est ça qu'il faut inventer plutôt que démagogiquement dire on va faire des référendums. Monsieur Ferrand, arrêtez l'enfumage s'il vous plaît. Pourquoi depuis 5 ans ne l'avez-vous pas fait faire par quelques députés? Car les remarques des citoyens seront partout les mêmes. Les études régulières du Cevipof sur 10 000 personnes tirées au sort sont fiables. Mais surtout, il vous faut mettre dans la tête qu'à part les élus locaux et quelques bénis oui-oui, les citoyens ne participeront à des débats qu'après l'instauration du RIC en toute matière et d'abord constitutionnelle. Dans son discours de politique générale du 16 juillet 2020, M. Castex, Premier ministre, déclare que les Français souhaitent participer à la chose publique sous des formes nouvelles et que les élus devaient en tenir compte. Il n'a pas voulu, bien sûr, prononcer le mot RIC abhorré par M. Macron. Il évoque ensuite son attachement à la démocratie représentative et à la nécessité de créer des modalités de conciliation entre démocratie directe et démocratie représentative à laquelle il est très attaché. L'association Article 3, créée en 2013, très attachée à la démocratie représentative qu'elle estime incontournable, étant en plus spécialisée en démocratie directe depuis 15 ans, lui a écrit pour qu'il lui désigne un interlocuteur habilité à échanger. Elle n'a jamais eu de réponse de toute la hiérarchie La République En Marche. Elle a tous les mails envoyés et les dates des appels téléphoniques sur les factures détaillées. Comme la plupart de vos promesses, celles de la concertation n'ont pas été tenues. Pourquoi le seraient-elles? Parce que vous savez, regardez en Suisse, on fait des référendums sur tous les sujets, et quand on a... Ça marche, hein? Oui, ça marche, mais quand on a 50, 40, 30% de participation, quelle est la valeur du résultat? J'ai un collègue qui dirait que ça poserait un problème de légitimité. Monsieur Ferrand, vous ironisez sur le niveau de la participation au référendum en Suisse, mais vous me donnez là, pour terminer, un très gros bâton pour vous battre. En 2017, M. Macron a obtenu le soutien au premier tour sur son programme que de 18,19% des inscrits, moins d'un électeur sur 5. Mais il a été réélu régulièrement au second tour, pas question de mettre en cause sa légitimité. Pour les législatives, c'est pas mieux que la Suisse. 43% de participation, dont 3% de bulletins blancs, donc 40% des inscrits seulement ont désigné un prétendu représentant. Et en moyenne, les députés La République En Marche ont obtenu le soutien de 22,53% des inscrits. C'est pas beaucoup pour faire ce que l'on veut pendant 5 ans, sans que ni l'opposition, ni les citoyens ne disposent d'un outil pour pouvoir imposer un référendum où l'on vote pour décider de la loi qui, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que vous aimez tant, M. Ferrand, est censée être, je vous le rappelle, l'expression de la volonté générale. Monsieur Ferrand, je vous rappelle enfin que le dernier référendum date de 2005, 17 ans, et que son résultat très net, 50% de non au traité européen, a été bafoué en 2008 par Nicolas Sarkozy, le dernier soutien de poids à M. Macron. Pour terminer sur un chiffre que peu de Français connaissent et qu'ils devraient garder en tête, 70% de participation à ce référendum et 40% aux élections européennes, 30% de moins. En conclusion, pas une voix de démocrate pour Emmanuel Macron, qui est le seul des 11 candidats ayant fait plus de 1%, à refuser obstinément le RIC. C'est donc bien l'ennemi du peuple numéro 1. Allez voir avant dimanche mes courtes vidéos sur lui, M. Castex et M. Édouard Philippe,
sur clickric.org. Le 24 avril, le seul vote cartésien pour les démocrates est un bulletin Jean Lassalle, RIC constituant. Il suffira de compter la progression des nuls par rapport à 2017 pour se faire une idée. Et tous ceux qui le pourront seront invités à aller dans un bureau compter le nombre de Jean Lassalle, RIC constituant, et le nombre total de nuls pour préciser notre score. Puis, aux législatives, il ne faudra bien sûr voter que si un candidat, au moins, a inscrit en numéro 1 dans son programme la proposition de loi 4516 de Jean Lassalle. Le président de la République et les parlementaires disposent de l'initiative de la révision de la Constitution. Jean Lassalle y ajoute simplement, et à bon droit, les citoyens. Sur ces bonnes paroles, comme on dit, je vous dis allez voter, mais bien, et à bientôt.